Merci de rester fidèle au programme de Pan-African Media Télévision et bien sûr, vous le savez, notre consultant exclusif dans le cadre de presse géopolitique, il est là, l'inamovible président Bandakani est là. Président, bonsoir. Mais bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à toute la grande famille. Bonsoir et respect aux techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions, les conditions standards. Merci une fois de plus Bachir de m'avoir invité. Merci d'être là, président Bandakani. Et peut-être avant d'aller vers notre mise en bouche concernant le Mali, quelques nouvelles du nouveau mouvement populaire. Il faut bien rappeler que le nouveau mouvement populaire a une chaîne YouTube sur laquelle vous intervenez presque tout le temps pour analyser et décrypter l'actualité géopolitique mondiale. L'actualité géopolitique mondiale, mais surtout politique. Oui. Donner le point de vue politique du NMP. Oui. Ouais, et puis bon, c'est une aventure numérique que nous avons décidé d'engager parce que nous avons estimé propice le moment. Ça veut dire que nous avons suscité beaucoup de vocations dans le monde numérique, mais nous avons créé beaucoup d'emplois aux gens. Il faut bien le dire. Hein. Beaucoup d'emplois, des gens se servent, abusent de nos images, etc. Mais bon, ça peut aider des Africains, tant mieux. Mais on a estimé qu'au regard du tournant que le Cameroun prend, et que l'Afrique prend, il était important que nous ayons une page officielle politique où on peut s'exprimer de manière, parlons comme ça, plus politique. C'est-à-dire là-bas un peu la politique prend le pas sur la géopolitique. Sur la géopolitique, voilà. Oui, la politique, voilà. Ça concerne essentiellement voilà. le NMP. Tout à fait, NMP. Donc c'est la position politique du NMP voilà. sur l'actualité africaine et mondiale. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est un peu plus ça. Et donc nous rappelons à nos téléspectateurs. Ici, je fais de la géopolitique. Très bien. et voilà, pour ceux qui n'ont pas encore visité donc la page du NMP, allez-y tout simplement, NMP officiel sur YouTube. Vous retrouverez cela et nous vous garantissons que la plupart des interventions du président Bandakani de ce côté-là seront également retransmises en rediffusion sur les antennes de Pan-African Media. Président, parlons du Mali. Le Mali, après sa première plainte contre la France au niveau des Nations Unies, qui a été d'ailleurs votée en touche, se plaint une fois de plus, cette fois-ci des autorités ukrainiennes qui, il faut rappeler, leur ambassadeur du côté de Dakar a célébré la déculottée que les forces armées maliennes avaient reçues et puis tous les massacres qu'il y a eu, c'était à Tinzaouaten il y a quelques mois. L'ambassade ukrainienne avait reconnu le rôle joué par son pays dans ce cas-là. Le Mali a une fois de plus porté plainte, mais sans aboutissement. Ben, vous savez, ça reflète la réalité des relations internationales. Oui. On ne cessera jamais d'expliquer aux Africains la réalité des relations internationales et les implications de cette réalité pour les pays africains dans une démarche géopolitique de conscience, c'est-à-dire qu'on va opérer en toute conscience. Bachir, les relations internationales sont basées sur la puissance. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de morale, Bachir. Donc, ce qu'on appelle le temple des relations internationales, du moins dans ses dimensions politiques et géopolitiques, dans une certaine mesure, ce sont les Nations Unies. Oui. Les Nations Unies sont dotées d'un secrétariat général, d'un conseil de sécurité. Le conseil de sécurité, c'est l'organe géopolitique et géomilitaire de l'ONU. Le secrétariat général, ça gère le fonctionnement, parlons comme ça gère le fonctionnement et ça suit les résolutions, parlons comme ça. Alors, les 5 grands, entre guillemets, qui sont au Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France, Angleterre. Voilà. Ces 5 grands-là, il y a une organisation interne non dite parmi les 5 grands, qui déséquilibre de manière fondamentale ce qu'on aurait pu attendre d'un vrai Conseil de sécurité. Vous avez au sein des 5 grands la communauté internationale, qui réunit, lui, 3 grands, entre guillemets, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Cette communauté internationale, à chaque fois qu'il y a une situation, se démarque d'abord des 5 pour aller concevoir, penser ses intérêts en dehors des 5. Maintenant, quand elles reviennent au niveau
du Conseil de sécurité, vous voyez qu'il ne peut jamais y avoir un minimum de consensus. C'est ce qu'on pourrait appeler les lignes rouges, j'en ai pas franchi, lignes rouges d'éthique, lignes rouges, parlons comme ça, en termes d'équité, lignes rouges en termes de cohérence, n'est-ce pas? Éviter que ces lignes rouges soient franchies au niveau de la gestion des cas au Conseil de sécurité. Donc, ça fait donc que l'ONU est paralysée en fait. L'ONU est paralysée par justement ce déséquilibre, déjà par ce déséquilibre au niveau des conseils, au niveau des membres de sécurité. Ça entraîne un déséquilibre qui fait que cette paralysie structurelle à cause des trois entraîne une deuxième, c'est-à-dire une paralysie comme corollaire de cette paralysie structurelle qui fait que ça oblige la Russie et les Russes à gérer le veto. Et les Chinois. Voilà, la Russie et les Chinois, pardon. Oui. À gérer le veto de manière strictement égoïste dans le sens de leurs intérêts, fondamentalement. On va leur reprocher, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ces deux pays-là. À partir du moment où il y a... À partir du moment où il y a la communauté internationale. Pourquoi je dis ça? C'est pour expliquer la situation de la plainte à l'ONU. Certains peuvent dire que, bon, ok, là, la Russie est impuissante à accompagner jusqu'au bout la plainte du Mali. Mais c'est mal connaître les rapports de force internes qui sont au sein du Conseil de sécurité. Ce déséquilibre-là que je viens d'expliquer fait que la Russie va... Qu'est-ce que la Russie peut faire si les États-Unis opposent le veto? Qu'est-ce que la Russie peut faire si la France oppose son veto? Vous voyez où est le jeu des veto? C'est-à-dire que les vetos détenus par les 5 neutralisent le veto dans le sens où on pourrait exercer, Bachir, une espèce de juridiction morale, juridiction éthique contre une puissance. Dans le sens que ça pourrait entraîner la sanction, une sanction, un désaveu de cette puissance-là au niveau de la communauté internationale et au niveau du Conseil des 5, pour ne pas dire au niveau des nations. C'est-à-dire sur la base que les Nations Unies, c'est une tribune où on peut venir poser les problèmes internationaux. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc il ne faut pas analyser ça comme une espèce de défaite de la Russie, n'est-ce pas, du partenariat russo-malien, non. C'est que c'est la réalité du Conseil de sécurité qui fait que les vétos se neutralisent. Et quand les vétos se neutralisent, ça débouche sur une paralysie des Nations Unies par rapport à la gestion de ce type de plainte. Alors, où une puissance est accusée. Oui. Alors, voilà. Donc il y a un deal de facto. Alors, ce deal de facto, est-ce que finalement, il ne serait pas donc en train de privilégier ces États violatrices des souverainetés des autres? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est le déséquilibre de Yalta. Yalta en lui-même, c'est l'ordre des vainqueurs. Donc, un ordre de vainqueur n'est pas un ordre de justice, Bachir. Ce n'est même pas un ordre d'éthique ou de morale. Donc, c'est un ordre de vainqueurs. Donc, du coup, en tant qu'ordre de vainqueur, je vais vous expliquer, je reviens là-dessus. Les vétos se paralysant, les uns contre les autres, ça conduit à une situation où le veto sert à chaque puissance pour ne pas être attaqué comme puissance. Et du coup, il y a un consensus de facto qui s'impose. Ce n'est pas une affaire morale, machin. C'est-à-dire ça découle même de la structure des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Donc on ne s'attaque pas. Mais quand j'attaque l'autre, ne t'en mêle pas. Donc à la fin, on ne s'attaque pas. Ça aboutit dans ça. La Russie est coincée dans cette affaire. Toutes ces puissances-là sont coincées dans ça. Donc c'est pour ça que la plainte du Mali n'a pas avancé. Donc, ce n'est pas à l'ONU que l'Afrique va trouver les solutions pour ses problèmes géopolitiques. Il faut inventer, l'Afrique doit concevoir une véritable stratégie géopolitique pour amener l'ONU à tenir compte des intérêts de l'Afrique. C'est très possible, c'est faisable. Nous estimons que la plainte du Mali, c'est un grand pas, c'est un très grand pas au niveau de cette démarche géopolitique en Afrique. C'est un très grand pas, mais au fur et à mesure, il faut que les panafricanistes travaillent davantage. Parce que ça ne viendra pas d'un État africain, mon cher Bachino. Ça doit venir des panafricanistes qui doivent approfondir ce mouvement de manière à l'amener, n'est-ce pas, à déboucher sur un changement structurel et fondamental au niveau des relations internationales. Et par conséquent, l'ONU n'aura pas d'autre choix que de changer. Je prends un exemple. Les gens vont bien comprendre. Vous avez vu les BRICS?
Mais les BRICS obligent le secrétaire général de l'ONU à venir à la réunion et tenir compte de ça. Il ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Mais sauf que les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, c'est fondamentalement, c'est la Chine, c'est la moyenne fondamentale. Oui. C'est la Chine, c'est la Russie. Ensuite, l'Inde et l'Afrique du Sud, le Brésil, bien après. Oui, voilà, bien après. Maintenant, d'autres arrivent. Mais cette stratégie doit inspirer les panafricanistes et les Africains. C'est dans de tels regroupements qu'on peut amener à un véritable changement de relations internationales dans le sens des intérêts de l'Afrique. Nous y travaillons et vous le savez. Est-ce que justement l'AES pourrait se faire, je veux dire le Mali pourrait se faire épauler, justement puisque vous parlez des stratégies, le Mali pourrait se faire épauler par les deux autres pays membres de l'AES pour donner plus de poids à sa démarche en vue d'être rétabli dans ses droits? Ça sera symbolique, ça ne changera rien. Puisque pour que cette affaire arrive là, dès qu'il y a le veto d'une puissance, c'est bloqué. Oui. C'est le problème. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas toutes les Nations Unies qu'il faille repenser, dissoudre à la limite pour que chaque nation quand même se reconnaisse dans cette organisation de manière équitable? Le Mali, non, il n'y a pas... Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut reformer l'ONU, ça ne changera rien. L'ONU n'a pas été conçue pour régler les problèmes globaux. L'ONU a été conçue pour régler les problèmes internationaux. Oui. Que veut dire problèmes internationaux? Si on met de côté la structure économique de l'ordre international, avec l'avènement des multinationales, des entreprises multinationales comme on dit. Et ça va donc conduire, ça a conduit à l'avènement de l'ONU après les guerres qui ont été créées ici et là à cause des ambitions coloniales, n'est-ce pas? Plus tard, les chocs économiques vont obliger, n'est-ce pas, à créer un espace international. Il faut bien comprendre. L'espace international, ça a été l'apanage des puissances occidentales, de la Russie, ça c'est Yalta, et enfin, la Chine est venue s'y mettre. Vous voyez? Oui. Alors, cette situation pose rapidement le problème de la caducité de l'international et de la nécessité de constater simplement l'avènement du monde global. Donc, l'ONU n'est pas conçue pour gérer les problèmes globaux. Oui. Donc, il faut une nouvelle organisation du monde. Dans ce cas-là, comme l'ONU peut rester ce qu'elle est, puisque les pays occidentaux ne vont jamais accepter de perdre le privilège à l'ONU. Oui. Ce qu'ils veulent, ce sont des gadgets pour colorer un peu, lui donner un peu de légitimité. On va donner 2 sièges à l'Afrique ou 1 siège à l'Afrique. Des bêtises comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le monde est devenu un monde global. L'organisation internationale du monde est dépassée dans toutes ses dimensions. Pas seulement l'ONU. Même les organes annexes de l'ONU, tout ça s'est dépassé. Mais il ne faut pas balayer ça. Il faut s'appuyer sur ça pour faire advenir des structures globales. Voilà pourquoi les BRICS, c'est quelque chose d'original. Voilà une vraie organisation globale. Voilà un exemple. Comme l'OTAN, héritier, vestige de la guerre froide, s'est transformé en une organisation globale. Aux Africains de réfléchir, je répète encore, de réfléchir comment investir le monde global. Et c'est une chance pour nous parce que dans ce monde-là, on n'a pas les contraintes et les mains liées comme après les 2 guerres. Oui. Nous étions par exemple des enfants dans la scène internationale. Aujourd'hui, cette situation, on plutôt donne les mains libres à l'Afrique pour penser des organisations globales. Et on peut le faire. Une organisation globale, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tous les pays du monde dedans. Naturellement. Et ça ne veut même pas dire qu'il faut avoir... Ça veut même pas dire qu'il faut... Mais la preuve, les BRICS, il n'y a pas tous les pays du monde dans les BRICS. On n'a même pas besoin de faire comme les BRICS. Oui. C'est-à-dire que quelques pays africains s'organisent, on crée l'organisation globale. Ce qui fait l'organisation globale, ce sont ses objectifs, sa stratégie. À vous entendre, vous êtes déjà très avancé dans cette réflexion. Je ne vais pas tout dire ici. Oui, justement. Mais je vous dis que c'est très possible. Okay. Donc, l'avenir, ce n'est pas l'ONU. Bon, moi j'ai dit, si on donne un siège ou 2 sièges, prenez. C'est pas... Oui. Laquelle ne va pas empêcher aux gens de prendre les sièges. Oui. Mais ce n'est pas là-bas que ça va changer. Ça va changer les choses. Très bien. Ce sera purement cosmétique. Si les Africains si nous ne générons pas d'organisations globales qui seules sont en mesure de nous imposer sur la scène internationale. Les conditions matérielles sont réunies. Oui. Nous avons les matières premières, nous avons le retour du panafricanisme, c'est-à-dire une opinion africaine globale qui existe. Il y a des ressources humaines. Donc il reste simplement
a commencé à faire, n'est-ce pas, comme l'AES a commencé. Très bien. Nous allons donc sortir par là, puisque vous avez parlé de l'AES. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie, s'est exprimé d'ailleurs sur cette thématique. On va l'écouter. C'était à l'occasion de ce mini-sommet Russie-Afrique qui s'est tenu il y a de cela 4 ou 5 jours du côté de Moscou. On va le suivre et on revient juste après. Est-ce qu'il existe une communauté internationale? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'elle est vraiment internationale? Parce que le Mali, le Burkina, le Niger ont porté une plainte exactement très claire et très simple devant le Conseil de sécurité que l'Ukraine, membre des Nations Unies, qui a des obligations, a déclaré ouvertement via ses officiels, des services de renseignement, mais aussi des diplomates, qu'elle soutient activement en renseignement et en moyens logistiques des groupes terroristes dans le nord du Mali, ce qui est totalement inacceptable. À ce jour, le Conseil de sécurité n'a même pas accusé réception de ce que nous avons déposé. Nous savons que la Russie soutient notre démarche, mais on n'a entendu personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vous renvoie à la question. Est-ce que la communauté dite internationale travaille pour la paix et la stabilité? Ou bien c'est la politique de 2 poids 2 mesures? Quand un allié, un ami est mis en cause, je pense qu'on préfère regarder ailleurs. Nos populations sont très déçues et nous pensons que plus que jamais, nos pays doivent prendre en main la destinée de nos pays et faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité. Parce que nous sommes convaincus que ces moyens qui sont utilisés par les groupes terroristes ou par d'autres visent des objectifs politiques. C'est absolument clair. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la place de cette communauté. Diop, chef de la diplomatie malienne. Le président Bandakani, à moins qu'il n'y ait un mot à dire, on peut continuer. Non, mais c'est clair. Ouais, venant de sa bouche, ça n'a plus d'autorité parce qu'il ne se le croyait pas. Ouais. Donc on vous dit ça n'a même pas été reçu. On n'a même pas accusé réception. On vous dit la place qu'on nous accorde. Ça c'est méprisant? Non, mais c'est même plus que méprisant. On n'existe pas. Mais tout ça c'est bien, Bachir. Tout ça c'est bien parce que l'évolution du monde, objectivement, va mettre l'Afrique, a déjà mis l'Afrique au cœur des enjeux internationaux. Bon, Bachir, l'ère occidentale est en train de passer. L'ère chinoise va passer. C'est en train de passer. Et les différentes successions, c'est-à-dire ces différents cycles de puissance qui se succèdent là, sont en même temps des processus de neutralisation de chaque puissance qui passe. Et qui, processus qui la ramène à une situation normale et banale, une espèce de provincialisation. Donc, c'est-à-dire, ces temps-ci sont le temps de l'Afrique. C'est-à-dire, objectivement, c'est le temps de l'Afrique. Et ce qui va se passer, c'est que c'est bizarre. C'est bizarre, Bachir. C'est même ce monde-là, c'est même tous ceux qui ont travaillé contre l'Afrique, n'est-ce pas, qui, sans le vouloir, vont être poussés à régler les problèmes avec nous. Je ne veux pas dire plus. Sans le vouloir, parce qu'ils n'auront pas le choix. Le monde ne peut pas être en paix lorsque sa part la plus importante, réellement, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, de ressources naturelles, matérielles même, sa part la plus importante en termes historiques, en termes de mémoire, c'est-à-dire la mémoire de l'avènement de l'humain sur Terre, quand cette part du monde-là subit l'injustice la plus inacceptable que l'humanité a connue. Le monde ne se portera jamais bien, n'est-ce pas, sans le retour de l'Afrique au premier plan. Donc, quand je vois tout ça, ça montre vraiment que l'ONU n'est pas sortie du stade primitif. On gère encore la primitivité à l'ONU, on gère la jungle de Bachir, on est dans les rapports de force à l'état brut, c'est ce que j'ai appelé les rapports de puissance, n'est-ce pas? Mais on va y en sortir, on y en sort. La globalisation nous oblige, quelle est la globalisation? Je ne parle pas d'une globalisation technologique ou économique. Je parle d'une globalisation dans le sens où la destinée des nations, c'est de se rencontrer à la fin. C'est de se rencontrer. Une fois que les frontières physiques sont épuisées, je n'ai pas dit n'existe plus, je dis bien sont épuisées, parce que maintenant l'homme a conquis la planète. La planète est finie. On parle le monde, les territoires sont finis, l'espace terrestre c'est terminé. Donc l'humanité est obligée de se rencontrer. C'est ça que je veux dire. Donc comme c'est le sens de l'histoire, ce sens de l'histoire-là
va conduire inéluctablement au dépassement des logiques de puissance. Et c'est l'Afrique qui est bien placée pour gérer ça, pour penser ça, parce qu'elle n'est pas une puissance pour l'instant. Elle n'est pas une puissance. Très bien. Donc si l'Afrique veut agir en termes de puissance, c'est pour dépasser la puissance. Ce qui n'est pas à la possibilité, à la portée des puissances barbares de l'Occident, et même dans une certaine mesure de la Chine. Oui. La Russie, sa vocation est claire. Poutine l'a dit, le président Poutine l'a dit une fois, il a dit que notre rôle, ce n'est pas d'être la première puissance mondiale. Pas notre ambition. Ouais. Mais c'est d'empêcher une puissance de dominer le monde. Ouais. C'est tout un programme, tout est dit. L'équilibre.